êtes sur la DRTV Internationale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce 20h30. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. Le bureau exécutif national du MEC vient d'entamer sa série d'intronisations des présidents du MEC à l'université Maringouabi. Et puis le coordonnateur national de la commission épiscopale Justice et Paix vient de présenter le rapport sur le suivi budgétaire de l'État de 2017. Élément sur sa conférence de presse à suivre dans ce journal. Enfin, nous vous emmènerons aussi à Dolisie pour parler de la sécurisation de cette ville à l'orée des fêtes de fin d'année. Voilà tout pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez une fois de plus dans ce journal. La sécurisation de la ville de Dolisie à l'orée des fêtes de fin d'année a été au centre d'un rassemblement régimentaire à l'hôtel de la ville de cette contrée, troisième ville du Congo. Les temps forts de cette réunion dans ce reportage signé Jean-Pierre Février, Aurélien Nzengi et Demontez Mavungu. Pour sécuriser les populations de la ville de Dolisie et ses périphéries, pendant les fêtes de Nouvel An et après les dites festivités, l'hôtel de police du département du Niari a été le point de départ d'une opération de sécurisation de la ville. Des convois de véhicules de police ont donné du muscle à cette opération de lancement au cours de leur passage sur les artères de la ville. Une opération de routine prise à la veille de chaque fin d'année par les autorités départementales de la police. Ceux-ci, dans leur vocation républicaine d'être une police nationale de proximité au service des populations. Car la population et la police constituent un maillon de sécurité invulnérable capable de décimer les gangs de malfrats et de criminalité que regorgent les villes congolaises. Un effort de sécurisation des personnes et des biens garantissant la vie et la bourse du citoyen. Une quiétude renforcée pour les populations de la troisième ville du Congo qui se sentent protégés par leur police tout en se rassurant d'un tel engagement. Aux populations de la ville de Dolisie et du Niari de composer avec leur police en sous-estimant la montée exponentielle de la criminalité dans les cités urbaines du Congo. Et puis, sachez que les produits commerciaux frauduleusement entrés à la frontière de Pangui dans la sous-préfecture de Kimongo, nous sommes là dans le Niari, ont été saisis par les services de police. Les détails dans ce reportage de Aurélien Nzengi et de Demontez Mavungu. Pangui, une localité située à 4 km de la communauté urbaine de Kimongo, à la frontière avec le Cabinda, a été la semaine dernière le centre d'une vaste opération de saisie des whisky, sachets et autres produits commerciaux interdits d'accès au Congo. Un coup de filet de la police justifiant l'effort qui se fait pour éradiquer la perméabilité des frontières congolaises. Ces whisky et sachets d'emballage enfouis dans des sacs relancent le débat des commerces illicites qui continue de maintenir une évasion fiscale, rendant difficile la réglementation légale de contrôle des produits commerciaux transitant des frontières du Congo avec d'autres pays. Un phénomène légion dans les départements frontaliers où les commerçants transitaires illicites croient passer sous les mailles des filets. Des pratiques qui empiètent sur les embellis socio-économiques du Congo. Une situation préoccupante pour le gouvernement de la République à travers ses pouvoirs régaliens, gouvernement qui multiplie des moyens de pression contraignants pour que ces antivaleurs commerciaux ne polluent pas le sincère climat des affaires entre le Congo et ses voisins frontaliers. Le Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji a fait un don de jouets aux enfants de la communauté urbaine de Madingokai samedi dernier, don dénommé Arbre de Noël 2019. Images et commentaires. En faisant de la sous-préfecture de Madingokai un banc d'essai de ses actions humanitaires 2016, 2018 et 2019, le Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji revient dans cette communauté urbaine le samedi 21 décembre 2019 sous un nouveau label marketing dénommé Arbre de Noël 2019 contenant fournitures scolaires, jouets et kits divers aux élèves, aux enfants orphelins et personnes démunies de cette localité du département du Kwilu. Dont dit Arbre de Noël 2019 distribué au siège de la communauté urbaine en présence des officiels de Madingokai et du directoire du Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji.
Moment offert à Grégoire Marc, président Rotary Club Action, de suggérer à l'administrateur maire l'organisation pérenne d'un arbre de Noël dans sa communauté chaque fin d'année. Le Rotary Club de Pointe-Noire et Djinji a choisi ce matin de célébrer l'arbre de Noël avec les enfants de Madégounkaï. En effet, nous avons en mémoire le regard admiratif en plein de bonheur exprimé par les enfants de Madégounkaï en décembre 2016. Aujourd'hui, 21 décembre 2019, nous sollicitons votre adhésion, l'adhésion de tous pour que la fête que nous avons dénommée Arbre de Noël soit belle. Les enfants, vous aurez mérité de vous détendre et je me joins à vous pour vous passer une fin d'année agréable et joyeuse. Vœux reçus avec satisfaction par le premier citoyen de Madingokaï et de l'intérêt que porte le président Constantin Babila des actions Rotary mises au service des enfants démunis de cette sous-préfecture. Rotary Club très attaché à Madingokaï et Madingokaï aussi très attaché à Rotary. Les enfants de Madingokaï qui allaient passer la fête dans des conditions un peu moroses parce que pas d'assistance ou pas d'aide se sentent eux aussi réconfortés par la présence de Rotary parce que Rotary à Madingokaï n'est pas à sa première action. Aussi, nous pensons que Madingokaï va toujours rester fidèle aux actions que Rotary continue à faire et nous allons faire un effort de pérenniser cette amitié, cette bonne collaboration pour que désormais, pour des actions futures, Rotary soit toujours présent à côté de nous. Vous savez, nous les Rotariens, dans nos coutumes, chaque fin d'année, on vient toujours donner des cadeaux aux enfants. Pour le cas de Madingokaï, ce n'est pas pour la première fois. Le bonheur pour le Rotary, c'est de voir les enfants être heureux, pour que le bonheur s'installe dans le cœur des enfants. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Suivant son objectif de servir l'humanité, en posant des actes favorables aux enfants et aux personnes démunies, le Rotary Club œuvre à travers des dons de solidarité pour réduire la misère sociale endémique sur la planète Terre. Changeons de chapitre, à présent on va parler diplomatie. 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de l'ambassadeur de la République de Corée, d'Autriche, de l'Afrique du Sud et du Burkina Faso. Ces 4 diplomates accrédités au Congo allongent à 9 le nombre des nouveaux ambassadeurs reçus par Denis Sassou Nguesso en 3 jours. Suivez. Le tapis rouge a été déroulé ce lundi 23 décembre 2019 au Palais du Peuple pour recevoir 4 diplomates nouvellement accrédités en République du Congo. Kim Kiejou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée, a ouvert ce ballet diplomatique en présentant ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Kim Kiejou est détenteur d'une maîtrise en relations internationales obtenue à l'Université de Virginie aux États-Unis en 1994. En 1990, il intègre le ministère des Affaires étrangères après l'admission au concours du service diplomatique et occupe plusieurs fonctions. En 2016, il est ministre à l'ambassade de la Corée auprès du Royaume de Belgique et de la mission coréenne auprès de l'Union européenne. Il place son mandat au Congo sous le signe de la consolidation des relations bilatérales entre son pays et le Congo. Puis, il y a eu Roland Hauser, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès de la République du Congo. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques et en relations internationales, Roland Hauser était précédemment ambassadeur de la République d'Autriche en Éthiopie. Ensuite, le tour est échu à Johnny Sexwell, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud, de présenter ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. Le diplomate sud-africain s'est dit heureux d'avoir été reçu par le chef de l'État congolais. Le temps de son mandat au Congo, il s'emploiera à redynamiser les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.
Le dernier diplomate à franchir le perron du Palais du Peuple a été Saïdou Zongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burkina Faso. Titulaire d'un DEA en économie, Saïdou Zongo intègre le ministère des Affaires étrangères de son pays en 2000, où il occupe successivement les postes de chef de service du système des Nations Unies de 2004 à 2007, de directeur Europe, Amérique, Caraïbes et Océanie de 2012 à 2013, de directeur général des relations multilatérales de 2013 à 2015 et depuis 2015, il occupait la fonction d'ambassadeur représentant permanent adjoint du Burkina Faso à Vienne en Autriche. Il est chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso. Et puis l'association des droits de l'homme et l'univers carcéral étaient face aux chevaliers de la plume et du micro. C'était pour éclairer l'opinion nationale tant internationale sur la situation des réfugiés rwandais, son statut juridique en terre congolaise. Signalons qu'aujourd'hui le nombre des réfugiés en situation irrégulière au Congo, des réfugiés rwandais, je parle bien, s'élève à 8643. Suivez. Dans son éternelle question de 8643 réfugiés rwandais qui n'ont plus de statut juridique, continue de préoccuper l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral ADUC. Ces citoyens seraient, selon l'ADUC, depuis la perte de leur statut, victimes de plusieurs tracasseries et dérangements de la part de la force publique. Tracasseries aboutissant parfois à des arrestations, voire incarcérations. Les plaidoyers et médiations entamés auprès du gouvernement n'ont pas donné les résultats escomptés. La séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, l'indépendance de la justice, prônée par la Constitution, argument valable, laisse pourtant insatisfaits les animateurs de l'ADUC. Se servant de la même loi fondamentale dans son préambule qui reconnaît comme partie intégrante la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, ces défenseurs de droits de l'homme rétorquent. Dans les 30 jours, il faudrait que le dossier parvienne au ministère de la Justice, transmis au parquet général. Et le parquet général doit mettre à la disposition d'un magistrat qui va instruire sur ce dossier-là. Les pauvres qui sont à la maison d'arrêt aujourd'hui, les magistrats ne peuvent rien. Ils vont instruire sur quoi? Parce que ça ne relève pas de leur compétence. Et dans les 30 jours, si rien n'est fait, c'est ce que dit le protocole qui est là, la personne doit être relaxée, libérée automatiquement. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les organisations de la société civile qui sont membres, mais c'est le Congo qui est membre. Si aujourd'hui les autorités nous demandent de se conformer à la Constitution, à l'article 169 sur la séparation des pouvoirs, et pourquoi le Congo ne peut pas se conformer au protocole? Le protocole est là. Le Congo fait partie, le Rwanda fait partie. C'est le protocole sur la coopération judiciaire. En ce moment, on devait respecter. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les faits, mais nous regardons la procédure, les textes qui sont violés. Durant la conférence de presse à laquelle prenaient aussi part d'autres acteurs des droits humains, il est aussi question de la passivité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Le coordonnateur national de la Commission épiscopale Justice et Paix a donné une conférence de presse. L'abbé Félicien Mavungu a présenté le rapport sur le suivi budgétaire de l'État de 2017 avec comme enjeu d'aider les pouvoirs publics à mieux gérer l'argent du contribuable congolais, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé où cette commission réalise ce travail voici près de 10 ans. Irma Okondivo. Renseigner les Congolais sur l'exécution du budget d'investissement de l'État, mener les investigations sur les projets réalisés par le gouvernement, c'est l'un des objectifs que vise la Commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique. Ce lundi, le coordonnateur national de cette commission a présenté le rapport sur le suivi budgétaire de 2017, notamment sur le volet éducation qui n'a été exécuté qu'à hauteur de 10 voire 15%, donc en dessous de la moyenne. Ce budget de 2017 ressemble au budget de 2015 et 2016, a indiqué l'abbé Félicien Mavungu. Ce rapport, qui est un outil de plaidoyer, exige qu'il y ait une meilleure présentation des projets à réaliser dans le budget de l'État.
Nous sommes dans un rôle de plaidoyer. Une commission de l'Église catholique qui travaille dans le plaidoyer social pour éclairer nos décideurs politiques sur leur mission. Nous existons au sein de l'Église catholique pour cela. Et les évêques nous ont mis en place pour justement les aider, pour faire des rapports que les évêques présentent, que nous présentons nous-mêmes aussi aux décideurs politiques pour leur rappeler seulement ce qu'ils ont à faire, précisément le service public pour le bien de toutes les populations. Cette institution reconnaît que l'État joue un rôle important pour l'amélioration des conditions des structures scolaires. Cependant, les investissements demeurent faibles en dessous des standards des 20% exigés par les institutions internationales. L'éducation, rappelons-le, est un levier prioritaire dans le développement du pays. Ici est de noter que cette commission travaille avec plusieurs institutions, parmi lesquelles la Banque mondiale et le FMI. En éducation, après les lycées, le bureau exécutif national du mouvement des élèves et étudiants du Congo a entamé le week-end dernier sa série d'intronisation des présidents du MEC à l'université Mariangwabi. Le MEC a ouvert le bal à l'école nationale supérieure ENES en sigle avec l'intronisation de Junior Okanda, élu président du MEC à l'ENES. Reportage de Théodore Balossa et Jaurès Sekomba. C'est une grande première à l'école normale supérieure ENES. Cette école de l'université Mariangwabi s'est vue pour la première fois de son histoire dotée d'un bureau du mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC en sigle. C'est le président du bureau exécutif national du MEC, concernant Epara, qui l'a intronisé le week-end écoulé. Ce bureau, fruit d'un consensus entre les étudiants, sera présidé par Junior Okanda, élu à l'unanimité. Le tout premier président du MEC, section ENES, nous a dévoilé ses ambitions juste après la cérémonie. Nous devons d'abord commencer par sensibiliser nos différents collègues sur des problèmes auxquels nous, parfois, nous-mêmes, on est victimes. Donc nous devons connaître nos devoirs et droits ici à l'ENES. On n'a pas les moyens, mais les moyens viendront avec le temps. Je demande juste un soutien. Nous devons être unanimes pour mieux amener notre formation. A noter que la cérémonie a été précédée de la traditionnelle séance de conseil prodiguée par les membres du bureau exécutif national du MEC qui, après les lycées, a entamé la série d'intronisation des présidents du MEC à l'université Mariangwabi. Direction Parlement où les députés ont bouclé leur 7e session ordinaire ce lundi. Sur les 46 affaires inscrites, 36 d'entre elles étaient adoptées, un vrai record. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs parlé d'une session de bonne fortune. Suivez. C'est une session d'un bon cru, s'est réjoui le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. 39 affaires examinées et adoptées sur les 46 inscrites finalement. Un tel record d'affaires adoptées est trop rare à la Chambre basse du Parlement pour que le président de cette institution parle d'une session de bonne fortune. Parmi les 39 affaires adoptées, les députés ont examiné le budget de l'État exercice 2020, budget qui se lève à 2175 milliards 385 millions de francs CFA. Autre affaire adoptée, la loi portant code forestier, une loi derrière laquelle les cadres du ministère de l'économie forestière couraient depuis 2013. Mais à côté de la loi des finances, qui est l'affaire emblématique de cette 7e session et des autres affaires, cette session a aussi adopté sa première proposition de loi, la future loi Motom sur les artistes. Isidore Mvouba, qui s'est réjoui de cette adoption, regarde désormais du côté du gouvernement.
Nous avons désormais à veiller à la promulgation de cette loi et la prise de textes d'application subséquents. Un travail de suivi est donc nécessaire, car les artistes qui, lors de la séance plénière consacrée au vote de cette loi, n'ont pas caché leur allégresse, restent dans l'attente. Ce disant, je demande solennellement au gouvernement de prendre des textes d'application pour les lois qui ont précédé la loi Motom. Cette 7e session budgétaire a aussi fait passer sur sa table de réflexion le projet de loi sur le guichet unique du tourisme. Un cadre pour faciliter les démarches administratives sur le tourisme et l'hôtellerie. À la clôture, le président de l'Assemblée nationale est longuement revenu sur le message sur l'état de la nation, message pour lequel d'ailleurs il a demandé son appropriation. Isidore Mvuba n'a pas aussi oublié ceux qui sont au nord du pays qui connaissent des inondations. Pour eux, il a demandé aux députés une quête pour joindre la parole de la solidarité à l'acte. On va parler sport. Le gymnase Maxime Atima de Makelekele a servi de cadre ce lundi pour la cérémonie de démarrage du 3e Open national de tennis de table. L'événement est organisé par la Fédération congolaise de tennis de table et a pour objectif de qualifier les pongistes au championnat national de 2020. Evra Tikasumba et Jaurès Ekomba, c'est ce reportage. 81 pongistes, dont 19 filles et 62 garçons, prennent part au 3e Open national de tennis de table au gymnase Maxime Atima de Makelekele. Ces pongistes de plus d'une dizaine de ligues départementales du pays sont appelés à mouiller le maillot afin de se qualifier au championnat national de tennis de table prévu en 2020. C'est le vœu de Jean-Marie Okuna, président de la Fédération congolaise de tennis de table, qui a même exhorté les participants d'être à la hauteur de leur niveau. Après le championnat de la région 3 Afrique centrale, nous avons l'honneur de nous retrouver dans ce gymnase pour donner l'occasion à nos pongistes de s'exprimer pour cette 3e édition de l'Open national. Cette compétition fait d'office à l'ouverture de la saison sportive 2019-2020. Pendant 3 jours, nous allons assister à une compétition dont l'objectif principal fixé par la Fédération est de qualifier les pongistes en vue de la participation au championnat national à la fin de cette saison sportive. Peu avant le serment de l'athlète, les spectateurs ont assisté au défilé des pongistes venus de plusieurs localités du pays, entre autres Betou, Ignélé, Infondo, Bouenza, Dolizy. Débuté ce lundi, le 3e Open national de tennis de table s'achèvera le 25 décembre. Et c'est la fin de ce journal. Juste un mois après cette édition, vous suivrez le public reportage de Desné Hermela Doukaga en séjour de travail dans le Liari. Mais avant tout, on va se séparer sur ces images. C'est une page rose. Jolie Pika, conseiller technique du directeur général de DRTV, et Janelle Ongangabe vient de se dire oui devant l'officier d'état civil et devant Dieu. Leur cérémonie de mariage s'est déroulée successivement à la mairie de Talangaï et à la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans la même commune. Vous avez décidé We wish